Es una revolución de masa, pero es pacífica. Je vous ai compris. Less than a teaspoon of dry anthrax. Ich bin ein Berliner. A broad-based assault on the forces of Islam. I still have a dream. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Chers internautes, bonjour. Bienvenue pour ce troisième numéro de Guerre et Paix, notre magazine consacré à la géopolitique. Aujourd'hui, notre émission s'intitule Côte d'Ivoire, la France-Afrique, encore et toujours. Et oui, de Chirac à Macron, en passant par Hollande et Sarkozy, les présidents français clament tous, sans exception, que la France-Afrique, c'est fini, c'est du passé, et que eux, présidents, ils construiront une relation gagnant-gagnant avec l'Afrique. Le dernier exemple en date étant Macron, avec son discours prononcé à Ouagadougou il y a 10 jours. Alors, nous allons tenter de voir si ces paroles correspondent à la réalité ou si, de fait, la France-Afrique est toujours en place. Et pour cela, nous étudions aujourd'hui un cas concret, celui de la Côte d'Ivoire. Nous reviendrons sur la mandature présidentielle de Laurent Gbagbo, qui fut émaillée de combats et de massacres sur le sol ivoirien. Nous reviendrons également sur l'élection de 2011, qu'il a opposée à Alassane Ouattara. Et nous reviendrons enfin sur son procès en cours à la CPI, la Cour pénale internationale. Bien sûr, nous analyserons le rôle de la France dans ces événements tragiques, ainsi que le rôle des médias dits mainstream. Alors pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Bernard Oudin. Bonjour Bernard. Bonjour. Alors vous êtes entrepreneur, enfin vous êtes entrepreneur à la retraite. Vous vivez depuis plusieurs dizaines d'années en Côte d'Ivoire, à cheval entre la Côte d'Ivoire maintenant et la France. Et vous êtes l'un des conseillers de Laurent Gbagbo depuis plus de 10 ans. Depuis quelle année ? 2007. Ça fait plus de 10 ans, effectivement. Alors, vous avez écrit le livre « Les Ouattara, une imposture ivoirienne », sorti aux éditions du Moment. Également avec nous aujourd'hui François Mattei. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes journaliste. Vous avez été rédacteur en chef du journal François. Oui. Et vous êtes l'auteur du livre « Laurent Gbagbo, selon François Mattei, pour la vérité et la justice », sorti également aux éditions du Moment. Oui. Enfin, Charles Nana, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes historien. Nous vous avons interviewé il y a presque 2 ans à propos de votre livre Palestine, le malaise français. Et sur le sujet qui nous intéresse maintenant, vous avez écrit le livre Côte d'Ivoire, le coup d'État, sorti aux éditions du Boris. Alors merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Et avec moi pour présenter cette émission, Olivier Moukouna. Bonjour Olivier. Bonjour Raphaël. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es journaliste depuis plus de 20 ans en Belgique et tu as notamment travaillé pour des médias mainstream, aussi bien à la télé qu'à la presse. Merci donc pour ton aide. Avec plaisir. Un grand merci également au public qui s'est déplacé pour assister à cet enregistrement. Voilà, je te laisse la parole, Olivier. Merci. La Côte d'Ivoire a connu en 2002 une partition entre le nord et le sud du pays, suite à une rébellion armée financée, on peut le dire aujourd'hui, par Alassane Ouattara et Blaise Compaoré. Blaise Compaoré qui a été l'ex-président du Burkina Faso, qui est à la fois soupçonné d'avoir trempé dans l'assassinat du capitaine Thomas Sankara, mais qui a aussi été chassé du pouvoir en 2014 par une insurrection populaire au Burkina Faso et qui est depuis réfugié en Côte d'Ivoire, qui est actuellement dirigé par Alassane Ouattara. Alors, pour que chacun comprenne bien et que on peut déplorer en effet le peu de suivi des médias mainstream depuis la crise électorale ivoirienne de 2011. Pour que chacun comprenne bien, je vais demander à chacun de nos invités qui sont ici présents de présenter ou de nous dresser un portrait, un résumé des principaux protagonistes, donc de ce que les médias mainstream ont appelé la crise ivoirienne. Et on va commencer avec vous, Monsieur Mattei. Je vais vous demander de nous résumer le parcours, l'action, les objectifs politiques de Laurent Gbagbo, ex-président de la Côte d'Ivoire et aujourd'hui prisonnier à la Cour pénale internationale.
Le président Gbagbo, d'abord, je peux en parler que dans la mesure où je l'ai connu, j'ai eu la chance de le connaître directement et donc de pouvoir l'interviewer. C'était en pleine crise, c'était au moment de l'affaire dite de Bouaké. Et on a été les seuls attitrés, c'était le 8 novembre donc 2004, avec France Soir, qui n'était pas vraiment le support le plus favorable à cette vision des choses. On avait été les seuls attitrés en se démarquant de toute la presse française, et on avait titré comment la France a dérapé. Et quel homme vous avez rencontré? J'ai rencontré un homme que tout le monde a décrit comme... quand j'y suis allé, on m'avait dit que c'était, tout le monde le sait, le boulanger qui roulait tout le monde dans la farine. C'est effectivement quelqu'un qui a beaucoup de charisme. Le problème, c'est que depuis cette époque-là, donc 2004, je me suis aperçu que tout ce qu'il m'avait dit était très cohérent et qu'on a fait plusieurs interviews à ce moment-là. On a continué à avoir une relation ensuite de confiance et que rien ne s'est jamais démenti. Alors Laurent Gbagbo, un homme cohérent pour vous, en tout cas sur la longueur. Et alors sur la longueur, et non seulement la longueur, c'est-à-dire que quand je l'ai rencontré et interviewé, j'ai produit ce qu'il avait dit, on a fait des enquêtes aussi par ailleurs, mais en même temps je me suis aperçu que c'était mieux que le petit poussé, c'est que c'est quelqu'un qui depuis qu'il est entré en politique, c'est-à-dire depuis sa prime jeunesse, avait semé des petits cailloux. C'est quelqu'un qui écrit. C'est pas le cas par exemple de M. Ouattara, je cherche des écrits de M. Ouattara, je ne les trouve pas. Bon. Il a écrit sur la politique, sur la philosophie, sur beaucoup de choses. Depuis toujours, sur le multipartisme en particulier, évidemment. Enfin, sur sa vision du développement de la démocratie, de la Côte d'Ivoire, de l'économie ivoirienne. Il a écrit ici, quand il était en exil, dans la revue Peuple Noir, Peuple d'Afrique. Il était rédacteur en chef d'un numéro, je crois en 84, enfin pendant qu'il était là. Et il a traité notamment à l'époque déjà le problème du CFA à travers un des pigistes, disons. Une alternative au CFA ? Oui, donc ils avaient traité le CFA pour montrer en quoi il était nocif. D'accord. Voilà. Et c'était en 84. Et en 84, il n'y avait à l'époque que quelques pionniers comme Tchungang Pouemi, le Camerounais, qui avait écrit dessus, et d'autres. Bon. Et voilà. Donc je me suis aperçu, si vous voulez, en le rencontrant et ensuite en suivant l'actualité, mais aussi en allant, en regardant dans le rétroviseur, que c'est quelqu'un qui avait une ligne de vie, une ligne politique, et qu'on pouvait le suivre. Ce qui est assez rare, au fond, chez beaucoup de chefs d'État, on ne le rencontre pas partout, et en particulier en Afrique. Il n'y a pas beaucoup de chefs d'État que vous pouvez suivre d'après leurs écrits, leurs discours. Il en a prononcé beaucoup. J'ai des amis qui ont commencé à les rassembler, mais il y a une pensée politique, il y a une vision politique, il y a une action politique. C'est ce que j'appelle la cohérence chez un homme politique. Voilà. On ne peut pas parler de Laurent Gbagbo sans parler de Simone Gbagbo. Est-ce que vous l'avez rencontré ? Bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous dresser aussi un petit portrait ? J'ai trouvé une femme qui était une vraie militante, alors, dont on a fait évidemment un portrait très caricatural, pour moi indigne, totalement indigne, parce que c'est une vraie militante politique. C'est pas Madame Gbagbo, c'est Simone. Ouais. Et il se trouve qu'elle a épousé M. Gbagbo, qui était un homme politique qui est un homme politique de grande dimension, mais c'est une militante, c'est une vraie militante, c'est quelqu'un de très drôle, contrairement à ce que les gens pensent. C'est quelqu'un de charmant et c'est quelqu'un de dur, évidemment. Elle a vécu dans un contexte politique dur, et c'est une femme, elle est concrète, elle a les pieds sur la terre, elle est très réaliste, et c'est elle qui m'avait donné d'ailleurs un scoop à France Soir encore. On avait été les premiers, les seuls à publier l'annonce de la paix en Côte d'Ivoire à la suite de la signature à Ouagadougou. Et c'est Simone Gbagbo qui me l'a donné. D'accord. Voilà. Merci, M. Mattei. On va faire le même exercice avec M. Oudin. Est-ce que vous pouvez nous dresser un portrait, un résumé, bien sûr, de l'action, des objectifs d'Alassane Ouattara et de son épouse également, parce que là aussi, c'est un couple politique. Oui. Je connais très bien Laurent Gbagbo, moi pour d'autres raisons, puisque bien sûr. Je vais juste faire une petite finition sur Gbagbo pour donner une petite réplique. Une peinture plus générale et plus. Moi, je suis arrivé en Côte d'Ivoire le 29 juillet 1950. J'avais juste 1 an. J'ai grandi là-bas et j'ai fini en 2007 conseiller du président Gbagbo après avoir fait toute la Côte d'Ivoire en tant qu'élève, puis ensuite coopérant français. Mon ministre s'appelait Henri Conan-Bédier, et ça va m'amener à Ouattara. Et ensuite, de finir, après avoir fait des directions d'entreprise à Abidjan, au palais présidentiel. Et
le portrait qu'a dressé François est tout à fait dans la vérité de l'homme. Voilà, c'est pas un portrait, j'ai retenu la synthèse de ce qui est convaincant. Et c'est intéressant, parce que François l'a dit lui-même, je viens de l'extérieur. Je découvre le monsieur qui était maltraité par la presse mainstream, et c'est rien de le dire. Donc, et d'un seul coup, dès qu'on rencontre Gbagbo, et moi la première fois que j'ai vu Gbagbo, je le dis dans mon livre, j'étais dans un avion entre Abidjan et New York. Je dirigeais une entreprise qui gérait les ordures ménagères d'Abidjan, et le président de la société était un jeune cadre du PDCI, très proche de Houphouët-Boigny. PDCI, donc le parti au pouvoir. Bédier était président à l'époque. Et Laurent Gbagbo, c'était le grand méchant loup. Et comme je me retrouvais tout seul dans l'avion à côté de lui, j'ai dit, je suis le conseiller d'un grand chef d'entreprise ivoirien, membre du bureau politique du PDCI, petit, comme on dit en Afrique, de Houphouët-Boigny. On ne va pas dire après, le blanc, il parle avec Gbagbo, etc. Donc j'ai tout fait pour ne pas lui parler. Et c'est lui qui m'a adressé la parole à New York en arrivant. Et quand je suis rentré à Abidjan, je me suis dit, mais ce type ne ressemble pas à ce qu'on écrit sur lui. J'ai mis 3 ans, pendant 3 ans je ne l'ai pas revu, puis un jour j'ai vu par hasard juste pendant la transition militaire. J'ai suivi, comme j'étais à Abidjan, l'élection de 2000. Et c'est là que Laurent Gbagbo a eu le nom de Boulanger, pour une raison très simple. C'est que la veille du premier tour, il n'y a eu qu'un seul tour cette année-là, il avait rendez-vous, et moi j'étais au palais présidentiel parce que je rencontrais quelqu'un qui était proche de Gay, et le gars rentre dans la pièce, il nous dit, vous savez qui est dans le bureau du général? Il y a Laurent Gbagbo. Donc j'ai su que Gbagbo rendait visite à Gay la veille de l'élection. Et le lendemain de l'élection, Gbagbo et Gay se retrouvent chez l'archevêque d'Abidjan qui est décédé, Bernard Agré, qui était devenu cardinal. Et Gay dit, mais Laurent, samedi, je t'avais dit, je gagne, tu seras mon Premier ministre. Et là, Gbagbo lui a dit, oui, mais c'est moi qui ai gagné, c'est caduc. Et là, Gay a dit, ah, tu m'as roulé dans la farine. C'est de cette expression-là que les gens se sont emparés pour dire Gbagbo est un boulanger. Vous voyez comment on arrive à fabriquer l'histoire de quelqu'un à partir d'un tout petit élément. Et ça m'amène à Ouattara, parce que dans la fabrication des choses, Ouattara, c'est on a encore l'occasion de parler de Gbagbo. On en reparlera tout à l'heure. Mais pour Ouattara et son épouse. Et son épouse, pour Ouattara, puisque c'est à l'ordre du jour du cinéma aujourd'hui, c'est Dark Vador. La première fois, je vous disais, j'étais conseiller au ministère des Finances à Abidjan entre 1975 et 1977, ça ne nous rajeunit pas. Bédier était le ministre des Finances. Et à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qui est la banque du CFA, il y avait un bureau à Abidjan et le bureau central était à Paris, il n'était pas encore à Dakar. Et il y avait un jeune chargé de mission qui venait de temps en temps à Abidjan, et comme moi je m'occupais de dette publique, je le croisais à la BCAO. Il s'appelait Alassane Ouattara. Et c'est pour ça que j'ai mis un temps fou à comprendre en 90, quand Houphouët-Boigny l'a appelé, à faire le rapport entre ce monsieur qui était à Abidjan en 76, et parce qu'à Abidjan en 76, il venait en tant que cadre voltaïque. Cadre voltaïque pour la Banque centrale. Voltaïque, c'est-à-dire Haute-Volta, le pays Burkina Faso. Avant que Sankara le transforme en Burkina Faso. Donc M. Ouattara était voltaïque. Et d'ailleurs, je connais une seule personne au monde qui a toujours dit que Ouattara était voltaïque, ou burkinabé. C'est Ouattara lui-même. C'est très simple. Ouattara est né, ou à Dimboko ou à Sindou, ça sera aux historiens de vérifier tout ça, mais il n'a grandi qu'au Burkina, il a été à l'école qu'au Burkina, il a un numéro d'ordre dans l'armée voltaïque, j'ai mis le numéro dans mon livre, FAV pour Forces armées voltaïques, tant. Il part aux États-Unis, et ça c'est notre ami Charles qui a découvert le pot de rose, si on peut dire. J'ai repris ce qu'il avait dit dans son livre. Au mois d'août 62, il monte sur un bateau qui s'appelait le Grotebeer, de la compagnie Hollande America. Et ils sont 3 à bord, un Ivoirien qu'on a retrouvé depuis, et 2 voltaïques, Alassane Ouattara et Arba Diallo, qui est malheureusement décédé aujourd'hui, mais qui a été vice-président de l'Assemblée nationale du Burkina, et que j'ai bien connu à une époque. Et M. Ouattara, donc, est parti aux États-Unis avec, sur ce bateau-là,
avec une bourse voltaïque. Et les Américains, qui sont des gens sérieux en général, émettent des annuaires d'anciens élèves, des alumni, comme on dit aux États-Unis. Et il y a l'annuaire des anciens de ce qu'ils appelaient l'African Graduate Fellowship Program, c'est-à-dire pour les élèves africains qui ont eu une bourse aux États-Unis. Et vous avez les pages consacrées aux élèves du Burkina et celles consacrées aux élèves de la Côte d'Ivoire, plus le Sénégal et le reste. Et dans les pages du Burkina, il y a Alassane Ouattara, avec un numéro d'ordre, les études qu'il a faites, etc. Et dans les pages de la Côte d'Ivoire, vous retrouvez par exemple Jean-Charles Gomis, qui est aujourd'hui ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. Vous retrouvez Zemogo Fofana, qui est aujourd'hui cadre du RDR, député RDR. Vous retrouvez un monsieur qui s'appelle Hassan Hachi, etc. Le RDR, le parti de Ouattara, etc. Donc il y a des gens de Ouattara qui sont de son parti, qui sont députés, qui ont eu des postes ministériels et qui sont considérés comme des Ivoiriens par les annuaires américains. Et M. Ouattara est considéré comme un Burkinabé. Il est revenu ensuite, il a été mis vice-gouverneur, puis après, pour des micmacs d'Houphouët-Boigny, il s'est retrouvé gouverneur de la BCEAO. Mais il venait à Abidjan. En 1984, il est peu connu. Il achète un immeuble dans Abidjan. Il va chez un notaire. Il signe l'acte de vente de l'immeuble. Et dans l'acte de vente, il y a marqué M. Ouattara, conseiller spécial du président, du gouverneur de la BCEAO, nationalité, voltaïque, numéro de passeport, tant. Il était à Abidjan, il achète un immeuble. Donc c'est un monsieur, et ça je pense que ça va être le fil rouge de notre discussion, qui n'est pas un Ivoirien. Alors, simplement pour finir sur cette première partie, parce qu'on va dire oui, mais c'est de la xénophobie. Moi, je suis français, je suis ivoirien, j'ai un passeport ivoirien. Donc, M. Ouattara pourrait devenir ivoirien. On en est tout à fait d'accord. D'ailleurs, on parlait de Camporé tout à l'heure, il est en exil. Ouattara lui a donné un passeport ivoirien. Donc, M. Camporé, aujourd'hui, citoyen ivoirien. Mais le problème n'est pas là. Le problème est qu'il y a des lois sur la nationalité et il y a des lois sur l'éligibilité. M. Ouattara n'a jamais pu et ne pourra jamais respecter les règles d'éligibilité en Côte d'Ivoire. Et son élection, enfin, sa mise en place en 2011, parce que ce n'est pas une élection, et sa réélection, entre guillemets, en 2015, sont totalement incompatibles avec le droit ivoirien. D'accord. Tu voulais poser une question? Oui, je voulais peut-être préciser, vous demander confirmation. Ouattara, il a également mis en place des directives du FMI, c'était sous Houphouët-Boigny, je crois, dans les années 90. Il me semble qu'il a été appelé au gouvernement, c'est ça, oui. François Il est devenu Premier ministre pour mettre en place ce qu'il allait être après. Il y avait la dévaluation du CFA qui était en train. Il était arrivé pour effectivement opérer Et pour finir sur sa nationalité burkinabé, quand il est arrivé donc pour mettre en place le plan d'ajustement structurel, et quand il a quitté en 93 au décès du vieux, et Bédier est devenu président, Ouattara est parti au FMI. Et le FMI a fait un communiqué pour dire M. Alassane Dramane Ouattara, de nationalité burkinabé, remplace M. Zoulou, c'était le nom de famille du gars, de nationalité zambienne. Donc, c'est le Fonds monétaire international lui-même qui fait un communiqué pour dire ce monsieur est burkinabé. C'est ça. Donc, voilà. Quand vous dites que c'est Dark Vador, est-ce que vous pouvez préciser un peu ou non, c'était un clin d'œil. C'était un clin d'œil. Parce que c'est l'axe du mal en Côte d'Ivoire. C'est ça, d'accord. C'est tout. Les choses sont claires. Et derrière Dark Vador, et quand on dit derrière un homme, il faut chercher la femme. Et dans ce cas-là, c'est évident que la carrière politique d'Alassane Ouattara n'aurait jamais existé sans Madame Nouvian Foloro Ouattara. C'est très clair. Et Madame Ouattara a grimpé les échelons avec une échelle très particulière qui l'a amené là où elle est aujourd'hui. Mais c'est vraiment une imposture en famille. C'est grâce à son réseau qu'elle a poussé son mari vers des grandes institutions. Ben, le réseau, elle se l'est totalement fabriqué. D'accord. Parce qu'elle est arrivée en Côte d'Ivoire de façon quasi anonyme. Elle était la jeune épouse d'un vieux professeur. Et d'ailleurs, pour résumer tout, il y a quelques années, au moins 2-3 ans avant l'écriture de mon livre, je rencontre un entrepreneur français qui avait connu le couple Foloro à l'époque, dans des circonstances très particulières. Il est invité à un déjeuner un dimanche à Yamoussoukro, et il y a le couple est là,
Et le mari dit excusez-moi, après le déjeuner, je dois rentrer chez moi, j'ai des copies à corriger pour mes élèves demain, etc. Je suis un peu bousculé. Et la femme reste. Et mon ami me dit, je ne sais pas si c'est le champagne ou le soleil, elle nous dit tous, on était tous abasourdis, vous croyez quand même pas que je vais passer ma vie avec un correcteur de copies? C'est le premier contact de mon ami avec Mme Ouattara, et on voit où elle est aujourd'hui. Effectivement, elle n'a pas passé sa vie avec un correcteur de copies. Merci, M. Oudin. On va passer au dernier invité, Charles Onana. Voilà, est-ce que vous pouvez, vous aussi, donc, vous livrer à ce petit exercice du portrait, de décrire le parcours, l'objectif et l'action, cette fois-ci de l'ex-président de la République française, Nicolas Sarkozy, dans la crise ivoirienne. Voilà, quelle a été son action et ses objectifs selon votre enquête et la manière dont vous l'avez d'ailleurs décrit dans votre livre? Écoutez, c'est un peu plus compliqué parce que, en fait, je ne suis pas parti dans une enquête concernant Sarkozy. Et j'ai découvert les actions de Sarkozy en rapport avec les actions du président Chirac. Parce qu'en réalité, les deux présidents français avaient le même objectif, mais pour des raisons différentes. Les motifs étaient totalement différents. Pour le président Jacques Chirac, le plus important pour lui, c'était que le président Gbagbo avait défié ce qu'on pourrait appeler le grand député et le prestigieux ministre de la France de l'époque coloniale, qui était M. Houphouët-Boigny. Alors, pendant longtemps, Houphouët-Boigny a incarné ce qu'on appelait le grand sage de l'Afrique. Et vu son ancrage au sein des institutions françaises depuis l'époque coloniale. C'est le premier président de la Côte d'Ivoire indépendante. Et effectivement, donc, et puis ancien député au Palais de Bourbon, donc, oui, ancien ministre également. Donc pour Jacques Chirac et pour la droite française de l'époque, c'était un sage, c'était quelqu'un à qui on attribuait toutes les qualités républicaines et même non républicaines. Donc finalement, porter le défi à ce monsieur-là, comme l'a fait le jeune Laurent Gbagbo à l'époque, c'était quelque chose d'inacceptable. Donc, d'une certaine façon, pour Jacques Chirac, cet épisode-là de défier, mais il a défié Houphouët-Boigny pour des raisons démocratiques. Il voulait tout simplement qu'on sorte du régime du parti unique pour le multipartisme. C'était la bataille du président Gbagbo. C'était pas quelqu'un qui était névrosé et qui avait envie de contester pour contester. Non, sa contestation était une contestation politique. Et donc, le président Chirac et une bonne partie de la droite française à l'époque n'ont pas accepté cela. Et donc, la France, à ce moment-là, en 2004, effectivement, comme on a parlé du bombardement de Bouaké, mais avant le bombardement du camp militaire français de Bouaké, en 2001, en 2002, il a quand même subi 2 tentatives de coup d'État. Bon, pourquoi? Parce que simplement, ce n'était pas quelqu'un qui a construit sa carrière politique dans les réseaux français, c'est pas quelqu'un qui a grandi en quelque sorte politiquement en France. Il a fait son parcours tout seul et les hommes politiques français n'étaient pas habitués à voir des Africains qui se développent un peu tout seuls. Et Gbagbo faisait donc office d'un petit garnement irrespectueux qui ne suit pas les traditions. Il n'était pas au cœur de la coutume franco-africaine de la politique. Donc finalement, on a considéré que c'était quelqu'un qu'il fallait exclure. Donc plusieurs tentatives de coup d'État dans lesquelles Gbagbo dit effectivement au président Chirac qu'il y a un coup d'État contre lui qui vient du Burkina Faso et que le Burkina Faso serait mêlé à ces histoires-là. Le président Chirac lui dit que non, c'est impossible que ça se passe. Il le dit également à Dominique de Villepin qui dit aussi non, c'est impossible que ça se passe. Finalement, ça se passe. Et puis, lorsque Sarkozy va arriver, lui, évidemment, il va reprendre les objectifs qui étaient les objectifs de Jacques Chirac. Mais pour des raisons différentes. Sarkozy n'est pas quelqu'un... C'est pas un idéologue comme le serait Jacques Chirac. C'est pas quelqu'un qui a vécu dans la tradition politique française qui consiste
à travailler sur les idées politiques. C'est un pragmatique, c'est un réaliste, c'est quelqu'un qui veut gagner vite, eh bien. Et la Côte d'Ivoire est réputée être, si vous voulez, la vache à lait des partis politiques français. Tous les partis politiques français. Ça a été le cas aussi pour le Gabon, qui alimentait financièrement tous les partis politiques. Donc, ils se disent, avec M. Gbagbo, on ne peut pas facilement faire des combines. Parce que, évidemment, il envisageait lui aussi peut-être, on l'a vu après, hein, des années après, on constate qu'il n'était pas satisfait de faire juste un mandat. Il avait envie de doubler son mandat et donc il se disait, quand on voit les affaires financières qui sont arrivées par la suite, on comprend que Sarkozy avait envie de gagner beaucoup d'argent. Pourquoi pas? Puisque ses prédécesseurs, un certain nombre de Français dans les milieux d'affaires et dans les milieux politiques ont gagné énormément d'argent en Afrique, très facilement, il faut le dire, et donc, pourquoi pas ne pas le faire? Alors, excusez-moi de vous interrompre, mais donc, que ce soit clair, la politique et les positionnements de Laurent Gbagbo étaient vus par Nicolas Sarkozy comme un empêchement de gagner de l'argent? Mais c'était déjà un peu vu comme ça par Chirac, parce que je tiens à vous rappeler que Chirac a beaucoup soutenu Conan Bédier, qui était réputé être un dirigeant extrêmement corrompu. Il y a eu, d'ailleurs, l'Union européenne avait suspendu sa coopération avec la Côte d'Ivoire suite à un détournement de fonds très important, plusieurs millions d'euros qui avaient été attribués à la Côte d'Ivoire. Donc, si vous voulez, pour le président Chirac à l'époque, avoir quelqu'un au pouvoir en Côte d'Ivoire, le pays que mon ami Pierre Péan va décrire après comme le pays des mallettes, qui transporte les mallettes à Paris, être en Côte d'Ivoire, avoir la Côte d'Ivoire, un président à la Côte d'Ivoire qui est plus ou moins la solde d'un certain profil de dirigeant français, c'était une aubaine. Et donc, pour Laurent Gbagbo, qui vient et qui veut réajuster les choses, qui considère qu'il y a un énorme décalage entre ce que les dirigeants français, parce que j'insiste toujours sur les dirigeants français, parce que dire la France, c'est trop facile et c'est vite dit, un certain profil des dirigeants et d'hommes d'affaires français, ce qu'ils prenaient en Côte d'Ivoire n'avait rien à voir avec ce qu'ils apportaient eux à la Côte d'Ivoire. Donc, mais, du temps d'Houphouët-Boigny ou de Conan Bédier, c'était normal. D'ailleurs, pour pouvoir avoir cette oreille attentive à Paris, le président ivoirien n'hésitait pas à présenter la liste de ses ministres aux dirigeants français pour acquiescer, pour savoir si ce ministre-là pouvait être à cette place-là, ce qui était totalement absurde pour Laurent Gbagbo. Donc quand Laurent Gbagbo arrive et qu'il ne fait pas ça, on comprend que c'est un vilain garçon qui a une psychologie qui ne colle pas avec la tradition de la psychologie des dirigeants ivoiriens. Donc, évidemment, Sarkozy va considérer que il n'est pas facile de faire des affaires, entre guillemets, avec Laurent Gbagbo, et Ouattara, qu'il connaît déjà depuis longtemps, et surtout Madame Ouattara, et ils se disent, bon, il faut peut-être le placer, parce qu'en le plaçant, lui, on va effectivement avoir droit de faire des bonnes affaires. Et ce que vous appelez dans le titre de votre émission La France-Afrique, c'est ce rapport de connivence et de complaisance entre des dirigeants africains de piètre qualité, de bas niveau, qui vont être en quelque sorte des instruments de l'appareil politico-financier français. Et donc, Laurent Gbagbo ne cadre pas avec ça, il ne correspond pas à cela et il n'est pas cela. Donc, pour le président Sarkozy à l'époque, eh bien... Et une dernière question, est-ce qu'on peut voir une sorte de concurrence aussi entre les deux, entre Chirac et Sarkozy? C'est comme si Sarkozy se serait dit, bon, ben voilà, Chirac n'a pas réussi à éliminer Gbagbo, moi, je vais chercher cet objectif. C'est possible quand on connaît maintenant la psychologie de Sarkozy. C'est-à-dire, je disais, Sarkozy, c'est pas un intellectuel, il n'est pas très cérébral. Hein. Donc, il est évident que pour lui, faire ce que Chirac n'a pas réussi à faire, eh ben il a d'ailleurs dit, à un moment donné, je crois qu'il y a des journalistes qui ont publié un livre dans lequel il a dit, on a dégommé, enfin, après avoir longtemps dit que la France n'avait rien à voir là-dedans.
Voilà, il a dit on a dégommé Gbagbo et personne n'a rien dit. Donc, si vous voulez, en quelque sorte... C'était en off. Oui, c'était en off. Mais c'est quand même sorti. Mais c'est le reflet de l'attitude psychologique, le profil psychologique de Sarkozy. Si je peux ajouter juste une petite chose, si tu me permets. Sarkozy, la différence avec Chirac, c'était un conflit, j'allais dire entre cousins, c'était la France-Afrique, avec Sarkozy, la France a rejoint l'OTAN. On est devenus, nous, les gardiens d'un secteur, l'Afrique, où on avait la main. Les autres s'occupaient d'autre chose. Donc c'est sans doute ce qui a provoqué la brutalité de ce qui s'est passé ensuite. Et ça, c'est un fait. Donc on était un petit peu les tirailleurs sénégalais de la communauté internationale en Afrique. Et par ailleurs, Sarkozy est un homme de clan, était très lié, très ami avec Bouygues, Bolloré, tout le CAC 40, avec Ouattara. Et c'est un homme de clan, il agit pour ses amis. C'est comme ça. Donc ces deux facteurs-là étaient très lourds par rapport à Chirac, qui lui était un proche d'Houphouët, qui n'aimait pas Ouattara parce que Ouattara avait piqué la petite amie d'Houphouët. Bon, voilà, on ne dira pas qui, on devinera. Donc le rapport est très différent. Chirac, c'était un France-africain. Sarkozy, c'est un Américain. Il a souvent... Qui défend... Vous dites qu'il y a une double pression. Il y a l'OTAN, mais il y a aussi... on entre dans l'OTAN, donc on représente autre chose. Mais évidemment, on disait aussi... Évidemment. Excusez-moi, mais on disait aussi que... quelque part, Gbagbo tenait compte de Bolloré, ou en tout cas... Mais Gbagbo n'a jamais refusé de travailler avec les entreprises françaises. Donc on l'a accusé de double langage qui est ridicule, mais il voulait la juste part pour... Aurait fait pression sur Sarkozy pour... On a dit, par exemple, je ne sais pas, je n'ai jamais interviewé, mais que Bolloré était plutôt au départ plutôt favorable à Gbagbo, mais le poids des événements a fait que... Et Sarkozy avait la main sur ces gens-là directement. Chirac n'était pas un homme d'affaires, Chirac n'était pas du tout un homme investi dans les affaires. Sarkozy, oui. Avec Ouattara, avec les grands groupes français, il a passé sa lune de miel de président sur quel bateau? Sur le bateau de Bolloré, quand même. Hein. Bon, donc tout ça, c'est pas gratuit. Et par ailleurs, on est dans l'OTAN. On n'y était pas avant. Donc on réglait nos affaires avec les Africains de façon souvent assez impropre. Mais là, c'est différent. La dimension change. À mon avis, c'est ça, Sarkozy. C'était un retour dans le commandement intégré de l'OTAN, pour être précis. Ça change tout. Donc j'aimerais qu'on parle maintenant de l'élection de 2010. Et donc, vu que vous avez vécu les choses de l'intérieur dans le QG de campagne de Gbagbo, j'aimerais que vous donniez la parole et que vous nous racontiez ce qui s'est passé. Je vais essayer de faire une synthèse, parce que pour rentrer dans les détails, mais pour bien faire comprendre, Gbagbo est élu en 2000. Donc la Constitution ivoirienne, une élection doit avoir lieu en 2005. En 2002, il y a le coup d'État qui se transforme en rébellion. Le pays est coupé en deux. Tant que le pays est coupé en deux, la Constitution ivoirienne empêche, en droit pur, on ne peut pas faire une élection dans un pays coupé en deux. C'est la règle. Donc il y a tous les événements qui partent de Marcoussis et qui vont terminer à Ouaga, en mars 2007, pour finir la réunification et permettre de faire une élection. Et Gbagbo a toujours dit, moi, je veux qu'on sorte de ça par les élections. C'est la seule façon de régler le problème. Et en 2005, 2006, 2007, la France fait indexer Gbagbo comme le gars qui se maintient au pouvoir au-delà de la limite normale du mandat. Or, Gbagbo, si on peut faire l'élection en 2005, il l'aurait faite en 2005. En 2005, il est à Pretoria. Il y a une réunion avec Bédier, avec Ouattara, avec Sédou Elimane Diarra. Et avant la réunion, ça c'est Gbagbo qui me l'a répété, il rencontre Thabo Mbeki avec son assistante, qui était sa directrice adjointe de cabinet, Sarah Tatouré, qui parlait bien anglais, parce que Gbagbo et l'anglais, c'est deux. Il refuse de parler anglais. Non, c'est pas qu'il refuse, mais c'est difficile. Et donc, il prend Mbeki à part et lui dit, moi, je veux faire des élections. Je me fous que Ouattara se présente ou pas, qu'il soit ivoirien, pas ivoirien. Le problème n'est pas là. Si on fait des élections, je vais les gagner. Et que Ouattara y soit ou pas, c'est pas mon problème. Mais si je dis que le Ouattara peut se présenter, à ce moment-là, la population ivoirienne va commencer à se déchaîner contre moi. Et il faut que je trouve un argument pour que Ouattara se présente. Et il demande à Thabo Mbeki, il prépare une lettre qui fait signer par Thabo Mbeki pour imposer à Gbagbo
de trouver une solution. Et il trouve la solution dans, entre guillemets, c'est l'article 49 de la Constitution ivoirienne, qui est l'équivalent de l'article 16 français, sur les pleins pouvoirs du président, dans des conditions exceptionnelles, ce qu'a utilisé De Gaulle au moment de l'Algérie en 62, ou 61 avec le putsch d'Alger. Et il demande, et il dit, moi, en fonction de ça, il y a des conditions exceptionnelles, et dans ces conditions, chacun des partis présents à Marcoussis peut présenter un candidat dans ces conditions. Si M. Bédier veut être candidat, si M. Ouattara veut être candidat, ils ne leur demandent pas d'être candidat. Ils leur demandent s'ils veulent, à travers leur parti politique, être candidat. Et il fait... Ça a été très dur à Abidjan. Moi, j'habitais là-bas à l'époque, je peux vous dire. Il a fait défiler toute la Côte d'Ivoire au palais pour leur demander pardon, comme on dit en Afrique, et leur dire c'est la seule solution. Et on arrive finalement, malgré que le pays, après Ouagadougou, etc., on arrive en octobre 2010 au premier tour de l'élection. Et justement, excusez-moi, pourquoi ça a pris si longtemps? Il y a quand même pas mal de gens qui se posent des questions. Parce qu'il fallait, il fallait désarmer aussi. Voilà, c'était la guerre civile. Et on n'a pas pu désarmer. C'était pas une guerre civile. C'est ça la question, c'est que les gens reprochent à Gbagbo, c'est effectivement d'avoir toujours repoussé les élections. Non. Mais on ne dit pas la réalité. La réalité, c'est que Gbagbo voulait aller aux élections. Oui. Il n'y avait pas de désarmement. Voilà. Et les gens aujourd'hui reprochent à Gbagbo, tu n'arrêtes pas dû y aller parce que les gens n'étaient pas désarmés. Exactement. Alors on a reproché à Gbagbo de faire quelque chose et son contraire. Donc, à un moment donné, Gbagbo a dit bon, on s'est mis d'accord avec Soro, etc. Soro, c'était le chef autoproclamé de la rébellion. Parce que Ouattara ne voulait pas officiellement en prendre la tête, alors qu'il l'avait financé. Et on arrive en octobre 2010. Le premier tour se passe dans des conditions plus ou moins bonnes. Pas très bonnes dans le Nord, mais il n'y a pas trop de dégâts électoraux dans le Nord. Il y a très peu de voix pour les gens en dehors de Ouattara, mais ils n'ont pas été, ça n'a pas été trop dramatique. On a le résultat du premier tour, Gbagbo 38, Ouattara 32, Bédier 27. Et d'ailleurs, Bédier dit tout de suite, on m'a volé. Et il dit, on m'a pris 600 000 voix, etc. Mais si quelqu'un vous vole et qu'il vient dépasser celui qui est devant lui, donc c'est pas Gbagbo qui le vole, c'est Ouattara. Et il demande à sa direction de campagne... Ouattara n'est pas au deuxième tour. Ça veut dire que Ouattara ne sera pas au deuxième tour. En aucun cas, il peut y être. Et il demande à son staff, le juriste qui est chargé de faire les recours au Conseil constitutionnel, il a 3 jours pour le faire, et il est forclos au bout de 3 jours. Mais le ministre qui est proche de Bédier pour faire ce recours, c'est Aoussou Jano, que je connais bien, il avait été mon avocat quelques années avant. Et Aoussou Jano n'a jamais déposé les recours dans l'intérêt de Bédier. Mais au deuxième tour, il se retrouve directeur de campagne de Ouattara. Et ensuite, il a été Premier ministre de Ouattara. Donc ceci expliquant sans doute cela. On arrive au deuxième tour, qui se passe donc un mois après, le 28 novembre. Et c'est là que on peut dire tout de suite que Ouattara n'a pas gagné. Au deuxième tour, il y a beaucoup moins de votants qu'au premier tour. C'est normal. Un certain nombre de partis sont plus là, en particulier les PDCI. Dans le V-Baoulé, dans les côtés baoulés d'Abidjan, il y a une chute de la participation. Le dimanche soir, tout le monde l'a vu. Le lundi, tous les journaux titrent, même le journal de Soro, titre « Faible participation, à qui va profiter l'abstention ?» Le lundi après-midi, M. Choi, qui dirige l'ONUCI, l'ONU à Abidjan, fait une réunion avec les responsables de la francophonie qui étaient venus en tant qu'observateurs et dit la participation est beaucoup plus faible, mais elle pourrait atteindre 70%. Et ça sera publié en communiqué le lendemain. Le soir même, M. Youssouf Bakayoko, le fameux président de la commission électorale indépendante, entre guillemets, fait un communiqué qui est consensuel. Il y a eu le consensus des pro-Gbagbo et des pro-Ouattara dans la commission. C'est le seul communiqué qui sera consensuel dans toute la période. Et il dit le taux de participation est de 70,84%. Ça a été repris par les agences du monde entier et tous les journaux, en particulier en France. Le secrétaire du RDR, Amadou Soumaoro, un très dur du RDR, dit on a eu très peur que la participation soit de 60%, mais grâce à Dieu, elle pourrait peut-être atteindre 70%. Donc il y a le chiffre de 70 est inscrit dans le marbre. On arrive au jeudi, au mercredi soir où M. Bakayoko devient forclos puisque la commission électorale n'a pas pu donner les résultats dans les 3 jours, et le Conseil constitutionnel s'empare du dossier. Dans l'après-midi même du jeudi, moi je suis en réunion avec le responsable de ce qu'on peut appeler le CSA ivoirien. Dans son bureau, il y a une télévision qui est allumée,
Et d'un seul coup, on voit à l'écran un bandeau, c'était France 24, un bandeau, Ouattara 54, Gbagbo 46. Et la journaliste à Abidjan qui dit « Ah oui, on a été convoqué à une conférence de presse à l'hôtel du Golfe, et d'un seul coup, on a vu arriver le président de la commission électorale, entouré des ambassadeurs de France et des États-Unis, et qui a lu ce résultat. » Et d'ailleurs, la fille qui a prononcé cette façon de parler du résultat a été virée de France 24. Ah ouais. Parce qu'elle avait mal parlé. Et la fille à Paris, qui est dans le studio, que tout le monde connaît ici, puisque c'est Vanessa Burgraff qui a fait un passage chez Ruquier récemment, et qui est à l'antenne et qui dit « Mais attention, c'est le résultat de la commission électorale, attendons le Conseil constitutionnel. » Et moi, je n'ai pas attendu le Conseil constitutionnel, parce que quand les chiffres ont été sortis, ça m'a tapé aux oreilles. Moi, j'avais passé 3 jours de résultats au premier, deuxième tour, j'avais tous les chiffres en tête, et j'entends Gbagbo tant de voix, Ouattara tant de voix, et Ouattara élu. Et le nombre de voix qu'on attribue à Ouattara, c'est 2,4 millions de mémoire. Je dis c'est impossible. C'est pratiquement plus que le nombre de voix de Ouattara et de Bédié du premier tour. Or, il y a eu beaucoup moins de votants au deuxième. Ce n'est pas des gens de Gbagbo qui sont allés voter Ouattara. Et d'ailleurs, les voix de Gbagbo sont plus importantes au deuxième qu'au premier tour. Donc, il y a un problème quelque part. J'additionne, et ça c'est pour un élève d'école primaire, à l'EPP d'Abo-Bogart, comme je disais à l'époque, vous additionnez les voix, et ça c'est dans tous les textes aujourd'hui, vous trouvez les voix qui ont été annoncées par Bakayoko. Vous avez Gbagbo tant, Ouattara tant, vous le divisez par le nombre de votants, et vous avez le taux de participation. C'est simple. Et ce taux de participation ce jour-là, dans le chiffre annoncé à l'hôtel du Golfe, c'est 82%. Comment on est passé de 70 à 82 ? C'est pour ça que l'élection est truquée. Totalement truquée dans les chiffres. Et Gbagbo l'avait gagné. Et à la fin, pour revenir au premier tour et au fameux problème de Bédié, en 2012, quand M. Simon, qui est l'organisateur sur place en tant qu'ambassadeur de France, et qui sera bien récompensé par Sarkozy, est l'organisateur de tout ça, il quitte la Côte d'Ivoire en 2012, il va saluer Bédié, et lui dit « Je remercie le président Bédié d'avoir accepté de ne pas aller au deuxième tour. » Comment vous acceptez dans une élection de ne pas aller au deuxième tour? Vous êtes désigné par le suffrage ou pas, mais vous acceptez ou vous acceptez pas. Donc ça veut dire que Simon s'est quelque part trahi en disant merci Bédié d'avoir laissé passer les choses dans cet état-là. Donc l'élection de 2010 et tout ce qui a suivi derrière, Laurent Gbagbo est le président constitutionnel de la Côte d'Ivoire jusqu'au moment où je vous parle. D'ailleurs, juste après les élections, il est resté au pouvoir, mais il y avait entre guillemets 2 présidents, un président pour l'étranger, qui était réfugié le président à l'hôtel du Golfe, qui avait été désigné par le Conseil constitutionnel, et moi, je l'ai vécu vraiment de l'intérieur. Le soir j'ai même dîné avec le président ce soir-là, et à un moment donné, avant le dîner, on était une douzaine autour de la table, il y avait une grande télévision dans la salle à manger de la résidence qui a été bombardée plus tard. Et Gbagbo a dit avant de dîner, je voudrais qu'en attende que la télévision passe la déclaration des généraux. Parce que le Conseil constitutionnel a dit que j'ai gagné, c'est bien. Mais maintenant, je vais voir si les généraux sont des généraux républicains ou pas. C'est ça. Et là, Mangou est apparu à l'écran avec tous les généraux, qui ont défilé d'ailleurs à la CPI depuis, et il dit, le Conseil constitutionnel a déclaré M. Gbagbo élu, c'est Mangou qui parle, nous, républicains, nous respectons le suffrage universel, nous respectons le droit ivoirien, nous respectons le Conseil constitutionnel et nous faisons allégeance au président. Gbagbo dit OK, éteignez le truc et servez. Donc, vous voyez ce que Mangou nous a raconté des années plus tard. Donc Gbagbo est resté au pouvoir. Et il est resté au pouvoir parce qu'il avait été démocratiquement élu. Bien sûr. Il a monté un gouvernement, etc. Et il y a eu ces 4 mois complètement dingues où les Ivoiriens parlaient du deuxième président. On avait dit qu'il n'était pas président de la Côte d'Ivoire, Ouattara était président de la République du Golfe. C'est ça. C'est un peu différent. Une petite échancrure au bord de la lagune. Mais il faut quand même ajouter que... Qui fait référence, pour que les gens comprennent, donc, à l'hôtel du Golfe. Et les Ivoiriens, avec beaucoup d'humour, avaient dit que c'est la République du Golfe, la plus petite république du monde. Mais il faut quand même ajouter, donc, effectivement, au lendemain de la décision du Conseil constitutionnel, il y a effectivement, en tout cas, dans le traitement médiatique
internationale, 2 présidents. Un qui est reconnu par la communauté internationale. Entre guillemets. Avec ce que... Ou en tout cas, la communauté internationale dit c'est Ouattara qui a gagné. C'est la France et les États-Unis, quoi, la communauté internationale. Voilà. Et on va dire les 5... le FMI... Les 5 membres du Conseil de sécurité. Non, parce que les Russes, les Chinois... Non, c'est vrai, les Russes et les Chinois. Les Russes et les Chinois au début. Et quand on parle de communauté internationale, il faut bien savoir ce que c'est. Parce que ça veut tout et rien dire. Le 6 janvier 2011, il y a les vœux, comme dans tous les pays du monde, il y a les vœux de la nouvelle année. Et à Luanda, il y a les vœux du corps diplomatique au président Dos Santos. Et Dos Santos a dit, c'est écrit noir sur blanc dans les journaux à Luanda et en Angola, M. Choi n'avait pas à donner le résultat ou à valider le résultat de la commission électorale. Ce n'était pas son rôle, ce n'était pas le rôle de l'ONUCI, c'était de vérifier la technique du vote, la conformité du vote, mais pas le résultat lui-même. L'ONU ne se substituait pas à un conseil constitutionnel d'un pays, c'est impossible. Dos Santos a dit, M. Choi a commis une espèce de forfaiture et a trompé toute la communauté internationale. Et je peux vous dire que Zuma, beaucoup de chefs d'État africains, Obiang et d'autres, étaient tous d'accord pour dire... Et les Russes, pendant très longtemps, n'ont pas acquiescé. Et comme il y a eu ensuite l'affaire libyenne, les Russes n'étaient pas du tout chauds. Il faut rappeler que Laurent Gbagbo a demandé à la fin de cette année-là, quand il y avait donc, comme vous dites, deux présidents supposés, il a demandé le recomptage des voix sous autorité internationale. Tout à fait. Qui lui a été refusé. Qui a été refusé. Ce qui s'est passé en Haïti et dans d'autres coins du monde. Même mieux que ça. Dans le cadre du recomptage des voix, l'Union africaine a envoyé un émissaire. Ouais. Qui était le Premier ministre du Kenya, Raila Odinga. Oui. Raila Odinga est venu à Abidjan. Moi, je l'ai vu rentrer dans le bureau de Gbagbo. Il est sorti du bureau de Gbagbo, il a filé à l'hôtel du Golfe, il a rencontré Ouattara. Et il devait faire la navette pour trouver une solution pratique dans le cadre de l'Union africaine. Il est sorti du bureau de Ouattara à l'hôtel du Golfe, il a filé à l'aéroport, il a dit Gbagbo doit partir, il a pris l'avion, s'est sauvé. Voilà la manœuvre d'Odinga. Quelques années plus tard, il fait des élections avec Kenyatta. Il dit qu'il a été volé, et il demande à la communauté internationale de recompter au Kenya. M. Odinga lui-même. Donc, alors, j'en profite pour mentionner ce livre de Grégory Proch, qui va me permettre d'enchaîner. On a gagné les élections, mais on a perdu la guerre. Exactement. Donc, François Mattei, si vous pouvez parler justement des événements qui s'en sont suivis, c'est-à-dire donc comment Gbagbo, qui était président de la Côte d'Ivoire, a fini par se faire arrêter. Donc il y a eu, on va essayer de faire court parce que ce sont des événements chargés, mais il y a eu donc à partir il y a eu un ultimatum en fait de Sarkozy, encore une fois, enfin donc qui a poussé vers la solution qui était souhaitée, puisque on avait désigné Ouattara comme président de la République de Côte d'Ivoire, ce qui est extraordinaire quand même sans entrer dans les arcanes de la politique, c'est qu'un président de la République d'un pays souverain soit désigné de l'extérieur à ce point-là. C'est un fait. Et donc il y a eu une offensive militaire qui était préparée et qui a été lancée en mars 2011 pour mettre Ouattara en place. Voilà. Donc évidemment, au passage, chasser Laurent Gbagbo. On a pensé certainement qu'il allait fuir. J'en veux pour preuve une que j'ai gardée parce qu'elle est magnifique, du Monde, qui est un journal sérieux, paraît-il, qui date du 5 avril, je crois, 2011, qui annonce que Gbagbo s'est enfui, que Gbagbo n'est plus là, qu'il avait promis de braiser, c'est-à-dire brûler Abidjan, mais qui n'a pas eu le courage de le faire. Enfin, il y a une espèce de fiction extraordinaire à la une du Monde. Le 5 avril, parce qu'à ce moment-là, on ne sait pas où est Gbagbo, on fait mine de ne pas le savoir, alors qu'il est chez lui, enfin à la résidence. Donc ça, c'est une semaine avant son arrestation. Oui, et à une semaine avant son arrestation, Le Monde le dit en fuite, ou peut-être un hélicoptère venu le chercher. C'est un roman à lire, parce que c'est magnifique. C'est la une du Monde du 5 avril 2011. Donc à partir de là... Et le 5 avril au soir, il donne une interview à Vincent Hervouette en direct. Par téléphone. À LCI. Par téléphone. Par téléphone. Et
On aura l'occasion de revenir sur le traitement médiatique français. En tout cas, donc il y a eu une offensive qui est donnée. Il y a eu je passe sur les détails, mais il y a eu énormément de matériel qui est arrivé de France par gros porteurs. La Légion est arrivée, tout le monde est arrivé pour aider les forces rebelles qui n'y arrivaient pas. Il faut savoir ça. Ils étaient descendus dans le nord du pays en faisant énormément de massacres. On en parlera aussi peut-être, j'espère. Et de choses abominables qui n'ont jamais été pointées du doigt par la communauté internationale ni par la CPI. Enfin, il y a eu des massacres de masse. Ils arrivent à Abidjan. C'est important que vous souligniez ça, parce que c'est vrai qu'à l'époque, c'est la France, ou en tout cas l'armée française, l'opération Licorne, est en retrait. À la limite donne des cafés, mais ne certainement pas d'armes, etc. Non, c'est pas ça. Elle a même transporté les rebelles. Les camions ont transporté les rebelles. Les armes on a trouvé des armes qui venaient de France. La France était totalement impliquée, évidemment, et même impliquée sur le terrain, c'est-à-dire qu'ils ont combattu aux côtés des rebelles. Ils ont tiré sur la résidence de Gbagbo, qui les voyait depuis l'ambassade de France. Il y avait le bon Jean-Marc Simon, avec qui j'ai déjeuné 2 fois. Il a payé. Mais c'est lui qui ouvrait sa résidence, qui est voisine de la résidence du président de la République. Donc de là, ils ont tiré sur la résidence de Gbagbo. Et puis les blindés français, le 2e cuirassé, le 4e régiment de Beach, voilà, sont arrivés devant le portail le 11 avril et ont tiré. C'est eux qui ont fait exploser le portail. C'est ça. Gbagbo les a vus. Et a fait exploser les portes. Ils sont entrés et on a vu des images de soldats français à l'intérieur de la résidence, bien qu'on ait dit qu'ils n'y étaient jamais entrés. Mais il y a eu des images qui existent toujours, qu'on peut trouver. Voilà. Donc ils ont ouvert la porte et ils ont livré Gbagbo, qui a été arrêté donc, par les rebelles. Madame Gbagbo était traitée de façon très indigne. Par rapport à la violence de ces images, parce que ça, à mon avis, même encore aujourd'hui, 6-7 ans plus tard, même les Français qui connaissent rien sur ce dossier se souviennent de ce moment-là. Oui, mais c'était dans tous les JT. Comme on avait tracé un portrait de Madame Gbagbo, comme d'une espèce de sorcière abominable, qui était une tueuse, etc. Elle avait les cheveux arrachés. Oui, elle était traitée comme un animal par... Et d'ailleurs, il y a même une partie de l'Afrique, je dirais, qui s'est quand même soulevée par rapport à ces images, qui rappelait vraiment celle du premier ministre congolais, Lumumba, quand il est arrêté. C'est la même, exactement, c'est la même... avec violence. Oui, c'est la même façon d'agir. Et moi, je dois dire que ce jour-là, c'est la seule fois dans ma vie professionnelle, parce que j'ai pleuré, mais j'ai pleuré par rapport à ce qui arrivait à ces gens-là, parce que Gbagbo, on l'a raconté là, Gbagbo, si on trace sa route, il n'a cessé de discuter. Pour un dictateur, c'est formidable, de discuter. Il est allé à Pretoria, à Lomé, à Ouagadougou, je ne sais où, à Barkoussi. Il a cessé de discuter. Il a pris avec lui les rebelles au gouvernement. On ne peut pas être plus démocrate. C'est-à-dire qu'à la limite, ses amis lui disent « tu l'as été trop ». Voilà. Donc il ne faut pas dire que c'est autre chose que ça. Donc ce qu'il a payé, c'est ça, parce qu'on a agi par la force, parce qu'on n'y arrivait pas. Il était trop intelligent sur le plan politique, d'une part, et d'autre part, il composait avec tout le monde. Gbagbo a toujours composé pour essayer d'établir la paix. Il a fait là, il y a 160 prisonniers politiques qui étaient juste coupables, 156, qui étaient juste coupables d'être partisans de Gbagbo, qui sont toujours en prison aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Gbagbo, après 2002, après l'attaque sauvage, où il y a eu beaucoup de morts à Abidjan, 300, je crois, en 24 heures, où des ministres ont été tués, etc., a fait une amnistie après. Il a fait une amnistie générale. Donc comment veut-on dire que cet homme-là est un tyran ? C'est la presse française qui l'a fait, c'est le gouvernement français qui l'a fait, mais la vérité est non seulement pas celle-là, elle est exactement l'opposé. C'est-à-dire que la sauvagerie et la violence sont venues par Ouattara, et puis, il faut le dire, par la France, puisque... La France et l'ONU. Et l'ONU. C'est un fait. Donc, parce qu'il y a des intérêts énormes, et qu'effectivement, l'Afrique et le Golfe de Guinée représentent, sur le plan pétrolier, un objectif américain très clair. On le sait, c'est écrit. Et puis que la France ne peut pas se permettre de perdre... On aura l'occasion d'y revenir. Perdre le Côte d'Ivoire. Peut-être si vous voulez rajouter quelque chose, Charles Nana, au sujet de la violence de l'arrestation, qui est... Même quand on connaît la France-Afrique, etc., je me souviens qu'à l'époque, en tout cas, beaucoup étaient surpris de la brutalité avec laquelle ça se passait.
avec le double discours qui était « la France n'est pas là, on n'a rien fait ». Enfin voilà, le discours médiatique français, c'était « est-ce que notre armée a aidé ou pas ?» Finalement, on peut penser que non. Ce sont les forces du Nord, les forces rebelles qui ont fait tomber Gbagbo et non la France. Oui, ça c'est du sarkozysme pur. Des mémoires d'analystes des rapports entre la France et l'Afrique depuis de nombreuses années, je n'ai jamais vu une telle opération militaire avec un tel niveau de violence. Jacques Foccart n'a pas réussi à faire ça une seule fois dans le continent. Il a réussi, Dieu seul sait qu'il en a renversé des dirigeants africains. Mais c'est la première fois dans l'histoire des rapports entre la France et l'Afrique qu'on voit un tel niveau de brutalité et de violence physique sur une institution et sur un dirigeant politique dans une affaire intérieure qui relève de la politique intérieure de la Côte d'Ivoire. Donc, si vous voulez, et pour beaucoup d'observateurs avertis, c'est à ce moment-là que la France a définitivement perdu sa crédibilité dans le continent. Et je crois que beaucoup de dirigeants politiques français n'ont pas fait attention à ce moment important qui fait qu'aujourd'hui, le discrédit de la France va aller crescendo, mais il date de ce moment-là. Même s'il y avait eu d'autres actions qui avaient été menées avant, qui étaient de nature à déstabiliser des régimes, ou etc., on n'avait jamais vu ce niveau de violence. Et ça, pour ne pas avoir eu à traiter, à analyser cette question, eh bien la France a définitivement perdu son crédit ce jour-là, 11 avril, en Côte d'Ivoire. Merci. Alors on va devoir passer maintenant aux questions du public. Je voulais qu'on aborde avant les questions du public le bombardement de Bouaké, qui pour beaucoup constitue une opération sous faux drapeau française, False Flag Operation, donc c'est quand même quelque chose de très très grave. Je pense qu'on essaiera d'évoquer brièvement en début de deuxième partie. Ouais, voilà. Donc maintenant on va passer aux questions du public et aux interventions du public, s'il y en a. Bassam Tahan, islamologue. C'était pour moi du petit lait quand vous avez parlé de la politique française en Afrique. C'est pas du tout mon domaine, mais c'est à peu près ce qui s'est passé en Syrie. Mais je veux pas dévier le thème de la soirée. Mais il est évident que Sarkozy a eu la même attitude en proposant à Assad qu'il prendrait 70%, n'est-ce pas, du gaz et 30% pour la Syrie. Alors le traducteur d'Assad devait dire à Sarko que non, on n'est pas à l'époque coloniale mandataire française. Hein, et le traducteur avait été gêné de traduire ça. Et quand il l'a fait, alors Sarkozy a répondu, eh bien, vous lui direz qu'on va mettre la Syrie à feu et à sang. Je ferme la parenthèse, c'était juste un petit, si vous voulez... Parallèle. Voilà. Mais ma question, c'est que si Assad est resté, c'est qu'il avait des alliés. Alors ce que je ne comprends pas là, comment Gbagbo n'avait pas d'alliés autres que la France, autre, je ne sais pas. Assad est resté, il a les Russes, il a les Iraniens, il a... Alors comment expliquer dans cette Afrique qu'il n'y ait pas d'autres intervenants? La dernière chose, c'est que j'aimerais comprendre si les monarchies du Golfe, et notamment le Royaume saoudite, a travaillé la Côte d'Ivoire, Burkina et d'autres pays au niveau wahhabisme. Est-ce que vraiment, dans quelques mois ou quelques années, on va voir un terrorisme qui va naître là, suite aux interventions des monarchies du Golfe? Chose que je ne connais pas beaucoup, quoi, sur la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Il faut dire que les dirigeants ivoiriens, enfin, dans l'équipe du président Gbagbo, il y avait quand même des gens qui étaient très limités du point de vue de certaines compétences concernant la gestion de la crise ivoirienne au niveau géopolitique. J'ai constaté que les Ivoiriens s'étaient mobilisés à l'intérieur pour traiter de la question à l'intérieur, parce que le rapport de force à l'intérieur, ils le maîtrisaient.
Ils étaient en mesure de gérer le dossier à l'intérieur. Mais le problème, c'était que ce n'était pas qu'une affaire intérieure. C'était une affaire qui avait d'énormes ramifications à l'extérieur. Bernard parlait tout à l'heure du cacao, etc. Moi, j'ai vu, par exemple, une grosse multinationale, Macharo, qui était d'une certaine façon impliquée dans le soutien à la rébellion. Et il y avait également d'autres éléments qui amenaient les dirigeants ivoiriens à devoir gérer ça. Mais comme j'ai constaté ça dans de nombreux pays africains, il est difficile d'avoir au niveau des États une expertise de très haut niveau lorsque vous êtes dans une bataille géopolitique de très haut niveau où, effectivement, il ne s'agit plus de faire une analyse, même au niveau des services de renseignement, des éléments qu'on vous apporte, mais il faut analyser le rapport de force extérieure et les alliances au sein de la situation extérieure. Et par exemple, à ce moment-là, les Français et les Américains étaient sur la même ligne par rapport au dossier ivoirien. L'Union européenne également, depuis 2004, était sous l'influence de la France par rapport à la gestion du dossier ivoirien. J'ai retrouvé pas mal de rapports des services de renseignement européens et de rapports de la Commission européenne sur la position qu'il fallait avoir par rapport à la Côte d'Ivoire. Et il est évident que les conseillers stratégiques du président Gbagbo au niveau de la diplomatie, au niveau des questions de défense, je peux le dire tranquillement parce que j'ai interrogé certains d'entre eux et que j'ai eu des discussions avec certains d'entre eux par rapport à ce que je savais du sujet. Il est évident que beaucoup étaient quand même limités. Donc, ce qui fait que la France s'est retrouvée un peu en train de jouer très facilement face à un dispositif de défense qui était centré sur l'intérieur, mais qui ne prenait pas totalement en compte toute la dimension extérieure. Juste un mot. Juste un mot. Il ne faut pas oublier, vous parlez des amis. L'Afrique française, on va appeler ça comme ça pour faire vite, les ex-colonies. La France est au Conseil de sécurité des Nations Unies, membre permanent. C'est elle-même qui rédige d'ailleurs les mandats d'intervention dans les pays de la France-Afrique, qui sont adoptés, mais c'est elle-même qui... Donc, il y a une sorte de partage des autres, vous savez, dans le monde. On ne va pas se mêler de ce qui se passe au Kazakhstan, où le président est élu à 95,5% des voix. C'est la zone russe. Là, c'est la zone française. Et la France étant entrée dans l'OTAN, je le répète, il y a un partage des zones. Donc, tout le reste n'existe pas. L'ONU n'existe pas. C'est d'ailleurs Jean-Marc Simon qui me l'a dit, mais M. Mattei, l'ONU n'existe pas. Il y a un partage du monde, comme il y a toujours eu depuis la dernière guerre. Et là, la France fait la loi sur cette Afrique-là. Pour combien de temps, je ne sais pas. Parce qu'effectivement, elle en a pris un coup dans sa crédibilité et elle ne sera peut-être pas toujours soutenue. Mais il était très difficile pour Laurent Gbagbo, eu des meilleurs diplomates du monde, de se faire appuyer, étant un petit pays qui n'existe pas au niveau des puissances internationales. C'est très difficile. Un petit pays africain, c'est très difficile.